Donc voilà, je débuterai par le 8 mai 1945, et puis je rappelle que l'intitulé de cette réunion, c'est « Politiser l'histoire », et donc cela demande juste une petite explication. Politiser l'histoire, en vérité, l'histoire est toujours politique, et toujours politisée d'ailleurs. Il y a différentes façons disons, de manier l'histoire pour les classes dirigeantes et les castes dirigeantes. Et on prendra donc le cas du mai 45 en l'occurrence. Mais c'est vrai que sinon l'histoire est toujours politisée, elle a toujours été politique, et même avant l'apparition de ce qu'on appelle vraiment les historiens, les chroniqueurs eux-mêmes donnaient une certaine vision de l'histoire qui allait dans le sens évidemment d'intérêt de classe, sans remonter à Thucydide ou à d'autres auteurs de l'Antiquité. Il a toujours été ainsi. Donc pourquoi en irait-il différemment en ce qui concerne le 8 mai 45 ? Mais lorsque nous disons politiser l'histoire, eh bien c'est redonner à l'histoire son épaisseur historique dans un sens décolonial. Politiser l'histoire pour nous, eh bien c'est effectivement avoir cette lecture décoloniale à laquelle nous sommes attachés. Nous pensons que c'est la seule qui corresponde à notre vécu et aussi à notre désir d'avenir. En tout cas, depuis un certain nombre de siècles, depuis en gros 5-6 siècles, depuis que l'Europe est partie à l'assaut du monde, nous sommes dans une histoire coloniale, et donc nous faisons une histoire décoloniale, des faits qui semblent arriver un petit peu comme la pluie, ils tombent du ciel, sans grande continuité, sans grande logique, et pourtant il y a une grande logique entre tous ces faits. Il en est ainsi du 8 mai 45. Il y a 3 manières de présenter le 8 mai 45 en ce qui concerne l'État colonialiste français, ou néocolonialiste français, l'État impérialiste français pour être plus précis. Il y a 3 manières, 3 possibilités en ce qui concerne le 8 mai. La première, ça a été de le dénaturer. La seconde, eh bien, c'est de faire une lecture qui aille uniquement dans le sens de la nation dominante, en l'occurrence l'impérialisme français, et la troisième, c'est de l'occulter. Alors, très brièvement, je rappelle le 8 mai 45, ce qui se passe, donc nous sommes le jour même de la capitulation nazie, enfin, deuxième capitulation, vous savez qu'il y a eu 2 capitulations nazies, une devant les soviétiques et une devant les États-Unis, enfin les Américains. Et donc, le 8 mai 45, la capitulation nazie, ce jour-là est un jour de liesse en France, évidemment, et vous avez tous vu les images d'actualité qui nous présentent les gens descendant les Champs-Élysées avec des militaires, avec des chars, avec tout cela, et la liesse populaire. Et ce même jour exactement, la même chose se produit dans un certain nombre de villes d'Algérie, et pas uniquement d'Algérie d'ailleurs, dans les colonies françaises. Pourquoi ? Parce que la plupart des peuples colonisés ont l'audace de penser que cette liberté qui vient d'arriver les concerne également. Là, il y a un hiatus historique, parce qu'elle ne les concernait pas du tout. Ils ont commis l'erreur de penser qu'elle les concernait. C'est une erreur qu'ils vont payer chèrement. C'est une erreur qu'ils vont payer chèrement, une erreur d'interprétation qu'ils vont payer chèrement. Ils ont pensé que cette libération les concernait. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les idéaux qui étaient proclamés par les armées alliées étaient des idéaux
de liberté, de démocratie, de droits de l'homme. Et puis, quelques temps auparavant, il y a eu à Alger ce Conseil national de la résistance en France qui a mis en place un programme, le programme du Conseil national de la résistance. Enfin, le gouvernement d'Alger a pris à son compte le programme du Conseil national de la résistance et qui proclamait un certain nombre d'idéaux. Voilà. Et donc, il y a d'une part cela, d'autre part, il y a le fait même que sur le sol du Maghreb, en Algérie entre autres, des alliés sont présents. Des alliés sont présents, les Américains ont débarqué au Maghreb, ils ont débarqué au Maroc, ils ont débarqué en Algérie, il y a des Américains à l'époque en Algérie. Et puis enfin troisièmement, il y a le fait qu'un grand nombre d'indigènes, de soldats indigènes ont été réquisitionnés, donc contrairement à ce que certains films montrent, le film indigène en l'occurrence, en tout cas en ce qui concerne les Algériens, et même en ce qui concerne les Marocains, les combattants marocains et tunisiens, dans une moindre mesure, ils étaient quand même tenus d'aller se battre. Ils étaient obligés d'aller se battre. Hein. Ils ne sont jamais partis volontairement se battre dans les armées de leur impérialisme. En tout cas, un certain nombre d'entre eux ont combattu. Donc tout cela faisait que ces gens-là pensaient que cet idéal de liberté, cette liberté nouvelle proclamée, les concernait également. Et c'est ce qui se passe dans la ville de Sétif, dans l'Est algérien, mais ça se passe également à Oran, ça se passe également à Alger, sauf qu'à Sétif, ça va prendre une tournure particulière. Ça va prendre une tournure particulière. Pourquoi ? Parce que à Sétif, il y a déjà des organisations indépendantistes en Algérie assez importantes. Il y a entre autres, comme le MTLD de Bessali Haj. Il y en a d'autres également, plus modérés. Et il se trouve que ces organisations comptent se servir de cette victoire des Alliés et de la commémoration de cette victoire des Alliés pour également mettre en avant leur désir d'indépendance, leur désir de liberté, tout simplement. Et la suite, vous la connaissez plus ou moins. À Sétif, un cortège s'apprête à s'ébranler, un cortège d'environ 10 000 personnes dans le centre de Sétif, qui est une ville de l'Est algérien, dans la région de Constantine, dans le Constantinois. Et au moment où le cortège s'apprête à partir, avec des banderoles qui proclament « Vive la victoire des Alliés », il y a même des drapeaux alliés qui sont en tête, des drapeaux américains, drapeaux anglais, etc., britanniques, pardon, et donc drapeaux français, évidemment. Et puis, il y a une grande banderole qui proclame « Nous voulons être vos égaux ». Nous voulons être vos égaux. C'est une des revendications qui est mise en avant par les indigènes, enfin les gens de Sétif. Nous voulons être vos égaux. Hein, il y a d'autres banderoles, mais celle-ci est assez intéressante. Et je la retiens. Et puis, entre autres, à ce moment-là, il a été décidé de sortir un drapeau algérien. Un seul. Or, le drapeau algérien est formellement interdit, un drapeau qui est relativement récent, un drapeau, donc le drapeau indépendantiste, donc un drapeau tricolore, hein, blanc, vert et rouge, et croissant, vous le connaissez, le drapeau algérien actuel. Et donc, ce drapeau va être brandi par un scout musulman. Il y a l'organisation des scouts musulmans qui participe également à cette manifestation. Et la suite, on la connaît, un commissaire de police qui est attablé, les Européens sont attablés et observent ces indigènes qui prennent un petit peu comme des singes savants comment se préparer à manifester. Et il les regarde, il les observe un petit peu narquois comme cela. Il y en a qui sont aussi aux terrasses de café, il y en a qui sont au balcon. Et sur cette place donc de Sétif, et au moment où le cortège va s'ébranler, donc ce scout musulman sort ce drapeau algérien qui est absolument rigoureusement interdit, et là-dessus un commissaire de police intervient. En fait, le fait avait déjà été anticipé par le préfet qui avait donné des ordres très stricts en cas de sortie du drapeau, d'intervenir immédiatement pour pas que ce drapeau puisse continuer à flotter comme ça et à dénaturer cette belle fête nationaliste que la France s'apprêtait à organiser. Et donc, ce drapeau va être l'élément qui va... il est des éléments comme ça, des petits grains de sable dans l'histoire qui sont générateurs en cascade, de toute une suite d'événements qui n'étaient pas forcément prévus et qui vont avoir une grande importance pour la suite des choses. Le commissaire de police intervient. Il demande à l'individu en question de donner le drapeau. L'individu refuse. Des policiers se ruent sur lui. Il y a une bousculade et il manque de tomber en tenant le drapeau. Et là-dessus surgit un autre jeune qui, en courant, prend le drapeau des mains avant que le scout ne tombe. Il le prend des mains et il s'enfuit. Et là-dessus, le commissaire sort son arme et l'abat directement. Et abat donc ce jeune qui avait pris le drapeau directement. Il l'abat.
Et alors là, c'est le début de l'émeute. Alors on dit maintenant, de certaines choses que j'ai pu lire récemment, d'autres éléments qui sont intervenus, semble-t-il, des coups de feu auraient été tirés de balcons de la part de colons, directement sur les manifestants. Donc pas uniquement les coups de feu du commissaire de police en question. Bref, toujours est-il que après, donc, ça dégénère. Les manifestants, il y a des images que l'on voit très bien, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Il y a eu quand même des petits films qui ont été faits à l'époque, et on voit les manifestants qui se ruent dans toutes les rues. C'est la débandade, des coups de feu partout. Et puis donc, le centre de Sétif va vivre comme en plusieurs heures d'émeute comme ça. Des Européens vont être tués, une centaine d'Européens vont être tués. Dans la colère, les manifestants évidemment sont en colère. Il y a une partie du cortège qui va quand même continuer tout droit. Donc c'est une grande panique. Hein. Des manifestants qui vont dans les quartiers, qui commencent à se répandre contre les Européens et à décharger leur colère contre les Européens. Mais une partie du cortège va quand même continuer. Le but était d'aller déposer des fleurs au monument aux morts de tous ces gens qui étaient déjà morts, qui étaient revenus déjà dans des cercueils, donc ces combattants indigènes. Et là-dessus, donc une émeute classique et si je puis dire. Et là-dessus, eh bien, l'armée va intervenir, des renforts vont être envoyés, et donc toute la région va subir donc, les exactions à la fois de l'armée française officielle, toute jeune armée française. Enfin, c'est l'armée de capitulation. N'oublions pas que l'armée française, qui est en Algérie à l'époque, c'est pas l'armée des Français libres, c'est pas l'armée gaulliste, c'est l'armée de capitulation. C'est-à-dire que c'est cette armée qui était au service de Vichy avant le débarquement des Anglo-Américains en Afrique du Nord, et qui ensuite se met simplement au service, change de maître en quelque sorte, change de dirigeant, mais c'est cette même armée de capitulation qui n'a jamais tiré un seul coup de feu contre les Allemands. Cette armée française qui est là. Hein. Bon, c'est juste pour avoir en tête que... Et deuxièmement, la Légion. Alors la Légion, c'est la Légion française, enfin la Légion étrangère, c'est assez intéressant. Dans cette Légion étrangère, donc il y a un certain nombre de soldats qui viennent d'armées étrangères, hein, bon voilà, de ressortissants étrangers. Et puis troisièmement, les colons, puisque très rapidement, les jours qui suivent, le préfet va armer des colons, va leur remettre des armes pour qu'ils participent à la répression. Et ces colons, ils se recrutent dans tous les partis politiques, y compris le Parti communiste, français en Algérie qui participe à cette répression. Et il est important de le dire. L'idéal colon va sublimer les distinctions politiques. Quand il s'agit de massacrer les indigènes, les colonisés, il n'y a plus de distinguo. Ça, c'est intéressant. Il n'y a plus de distinguo, il n'y a plus de rupture politique entre les Blancs. Et donc, du coup, cette répression, elle va être absolument terrible, puisqu'ensuite, elle va s'étendre non seulement à toute la ville de Sétif, non seulement aux environs de la ville de Sétif, mais à Guelma, à Khelata, et à toute la région où tous les douars vont subir des exactions. Bientôt, il y a la marine qui va entrer en action, l'artillerie de marine qui va bombarder à longue portée tous les villages côtiers, l'aviation. La France manque d'avions, évidemment, l'armée française n'a pas encore d'avions. Et là, on a quand même un témoignage de Charles Tillon, qui est un communiste, qui est le ministre de l'air, de la toute jeune armée de l'air française, qui est un communiste, qui est un héros de la résistance, d'ailleurs, dans le sud-ouest, dans la région de Bordeaux, qui était un des dirigeants FTP, franc-tireur partisan pour la région de Bordeaux. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que Charles Tillon, donc ce héros de la résistance, eh bien, lui-même va tout à fait acquiescer à cette répression, puisqu'il le dit lui-même dans une déclaration, on n'avait pas d'avion, on a emprunté des avions au roast beef. C'est son expression, hein, aux Anglais. D'accord? C'est lui-même qui le dit avec son franc-parler, Tillon, on n'avait pas d'avion, on a emprunté des avions au roast beef. Des avions pour quoi faire? Pour bombarder les insurgés, pour bombarder les villages, dont la plupart qui ont été bombardés n'étaient même pas des villages insurgés. C'était des douars, c'était de la pure représaille coloniale, mais vraiment à l'état pur. Et puis alors, on va organiser une reddition générale de toutes les populations. On va obliger des milliers de personnes à venir quasiment se prosterner devant le drapeau français sur ce qu'on appelle la plage des Falaises, donc dans cette région-là. Et des milliers de pauvres paysans vont être contraints d'abandonner leur village. On va les mains en l'air, et ils doivent remettre symboliquement les armes qu'ils ont. Ils n'ont aucune arme. Donc on va même leur donner des armes, et eux vont faire semblant de les restituer. Vous voyez, c'est une sorte de cérémonie comme ça. Ils n'ont jamais eu d'armes. Mais on va leur donner de vieilles pétoires, et devant des caméras, ils vont comme si les insurgés se rendaient. Mais ils n'ont jamais eu d'armes.
Mais c'est incroyable, cette espèce de comédie qui va être organisée, cette comédie coloniale. Donc toujours est-il que sur la plage des Falaises, des milliers, il y a les photos qui le montrent, hein, des milliers de pauvres paysans vont devoir venir et vont devoir réellement se prosterner devant le drapeau français, et on va faire voler au-dessus d'eux en rase-motte des avions pour les impressionner. Et au large, il y a l'artillerie de marine qui va tirer des obus à blanc. Voilà comment ça va se terminer. 40 000 morts. 40 000 morts en quelques semaines. Alors, évidemment, entre 10 000 et 40 000 morts selon les estimations. Le consul américain dans la région parlera de 45 000 morts. Un des rares qui va se déplacer. Il y a eu un général français, le général Tubert, qui va être lui-même, quand même, bon, qui était un modéré, qui va faire un rapport où il dit les choses et il prescrit évidemment la modération. Son rapport va être enterré, il va être renvoyé à Paris rapidement. Et donc, je ne sais, parce que j'ai eu l'occasion de connaître sa petite fille, qui m'a raconté en détail ce que la famille transmettait, donc du général Tubert, et la façon dont il avait été proprement congédié. Mais toujours est-il que voilà 40 000 morts, 45 000 morts, et à Paris, on continue à danser sur les flancs de l'accordéon. La presse française, que dit-elle? Et là, c'est intéressant, puisqu'on est... J'en reviens donc à mes trois hypothèses de départ, à savoir un fait historique, on peut soit le dénaturer son sens, soit mettre en cause l'indigène lui-même, ou soit l'occulter. Alors, parmi les explications qui vont être données, il y a 2 explications qui sont données, en gros, pour ce 8 mai 45, parce que quand même, ça fait des remous. Il faut trouver une explication. Et la première explication, eh bien, c'est l'explication chauvine. D'ailleurs, elles sont toutes chauvines, mais plus particulièrement, c'est de dire qu'en fait, eh bien, ces indigènes se sont soulevés à l'instigation de nostalgiques de Vichy. Et c'est ce que titre la presse française, et c'est intéressant de le dire, y compris le journal L'Humanité, le journal du Parti communiste français, qui déclare précisément, vous pouvez retrouver le numéro, hein, et qui déclare que ce sont des émeutes, en gros, en substance, ce sont des émeutes qui ont été initiées par des nostalgiques de l'hitlérisme, d'Hitler. Oui, il y a différentes... ça va être décliné de façon un petit peu différente, mais ça tourne toujours autour de cela. Il faut dire qu'à l'époque, tout ce qui semble porter atteinte à l'Empire français est forcément hitlérien ou alors anglo-saxon. Hein, donc on y voit une sorte de complot à la fois d'anglo-saxons, de nostalgiques de Pétain, d'Hitler, etc., etc. Donc des nazis. Vous savez très bien que les indigènes sont toujours des nazis. Nous sommes des nazis, c'est bien connu. Nous serons toujours des nazis, quoi qu'on fasse. Et donc du coup ça c'est la première interprétation. La seconde, eh bien, c'est l'interprétation donc de classe, selon une grille d'analyse classique au sens propre du terme, marxiste classique, même marxiste dogmatique. Et c'est un petit peu celle que Albert Camus va mettre en avant. Albert Camus, donc l'écrivain français, qui doit trouver une explication à ce qui s'est passé à Sétif. Alors Albert Camus, donc c'est dans le journal Combat, il est directeur du journal Combat, qui se veut un journal gauchiste, hein, gauchiste 63, c'est-à-dire à la gauche du Parti communiste, hein, Combat à l'époque, hein, ça se voulait un journal de gauche, non stalinien, etc. Bref. Et que dit Camus? Il dit, voilà, c'est des émeutes de la misère. C'est des émeutes de la faim, c'est des émeutes de la misère. Oui, c'est vrai que c'est pas bien. Alors, il faut quand même dire que l'Algérie à l'époque, et on ne le dit pas assez, mais l'Algérie pendant la guerre, les indigènes vont non seulement... c'est terrible parce qu'un certain nombre d'entre eux sont réquisitionnés pour cette guerre qui n'est pas la leur. Je le dis bien, qui n'est pas la leur, même si évidemment personne va avoir en tête de soutenir le nazisme, contrairement à des légendes. Bien évidemment, tout le monde sait ce qu'est le nazisme, on est bien d'accord, hein, mais la grande majorité des indigènes eux-mêmes subissent un apartheid en Algérie qui est absolument terrible, vous le savez. Alors toujours est-il que ces indigènes donc n'ont pas droit au chapitre, et donc du coup, eh bien, cette interprétation qui est faite, elle ignore la réalité. Tout simplement, elle ignore la réalité. L'Algérie, certes, à ce moment-là, connaît de grosses difficultés. Il faut savoir que pendant la guerre, c'est la faim. La faim est le problème principal des indigènes. Tout est réquisitionné d'abord pour le secteur colon et aussi pour les armées. Et d'une part, donc, on mange très peu, et tous ceux qui ont vécu cette période vous le diront, c'est le cas de ma famille, enfin de mes parents, on a faim en permanence, on a faim en métropole, mais on a encore davantage faim en Algérie. Mais en plus, l'Algérie va être frappée par une épidémie terrible de typhus, qui va faire des milliers et des milliers de morts.
généralement, ça accompagne toujours la famine. Qui dit famine dit très souvent épidémie. Très souvent épidémie, les organismes sont très faibles, et donc une terrible épidémie de typhus va frapper l'Algérie, qui va faire des dizaines de milliers de morts. C'est énorme. Et du coup, cette population sort de cela, de la famine, du typhus. Donc évidemment, ce que dit Camus a une part de vérité. C'est vrai qu'on a faim, mais c'est d'abord l'indépendance, la liberté, la dignité qui a poussé ces populations. La dignité qui a poussé ces populations à agir. Donc ça, c'est une deuxième façon de dénaturer les choses. Non, c'était une insurrection de la dignité, avant toute chose. Et donc Camus va chercher là-dedans des responsabilités de grands propriétaires, colons, qui auraient même poussé les indigènes par en dessous à se soulever. Donc en même temps, il les affamait, en même temps, le but était de les soulever, le but était d'empêcher le rétablissement de la République. Enfin bref, voilà. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement d'occulter. Ce fait du 8 mai 45 n'existe tout simplement pas dans les manuels scolaires. Et je le dis bien, autant depuis quelque temps, il y a eu un effort qui a été fait enfin, sur cette histoire de soldats indigènes. On parle maintenant un petit peu de cette participation des soldats indigènes, et particulièrement depuis 2005, et puis depuis tout ce qu'il y a eu, cette espèce d'arrivée dans les médias, sur le legs colonial, sur tout cela. Bon, on parle un petit peu dans les manuels scolaires maintenant, on évoque un petit peu, donc effectivement, cette participation des soldats indigènes, mais toujours une façon de dire, ces soldats indigènes, voyez comme la République est extraordinaire, regardez comment elle est fantastique, puisque ces mêmes indigènes se sont précipités pour aller la défendre. Et donc on occulte le fait qu'ils étaient tous requis. Ils étaient tous requis pour aller se battre. Et je le dis parce que le film indigène, le fameux film indigène avec Debbouze, ment totalement sur la question, vous le savez, puisqu'au début du film, on voit Jamel Debbouze en l'occurrence, l'acteur le rôle qu'il interprète, eh bien on le voit appeler en arabe ses compatriotes. Il dit précisément la France est dans de beaux draps, en quelque sorte, il dit ça en arabe, la France est dans de beaux draps, faut aller lui donner un coup de main. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça, mais c'était exactement le contraire. Les gens se cachaient pour ne pas être requis, pour pas être... Et bien sûr, les gendarmes recherchaient. D'ailleurs, ils ne pouvaient même pas aller chercher tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de désertions. Et bien sûr que non, les gens se cachaient pour ne pas être requis, pour aller dans cette guerre à laquelle on ne comprenait absolument rien. Comment ils avaient affaire à des colons nazis, et on leur demandait d'aller se battre contre d'autres nazis. En fait, en quelque sorte, c'était cela. Alors bon, donc voilà. Donc voilà un petit peu... je le dis, c'est d'autant plus intéressant, c'était d'autant plus intéressant de pointer sur ce 8 mai 45 que jusqu'à maintenant, eh bien, il est très peu évoqué. Ce 8 mai 45 est très peu évoqué, et aujourd'hui, vous le savez, il y a des cérémonies aujourd'hui, et puis on s'apprête en plus avec ce 70e anniversaire du débarquement en Normandie en juin prochain, à fêter encore dans la liesse la libération de ce pays par les armées alliées. Mais on est toujours, pas loin de 70 ans après, dans ce déni. Et dans ce déni, puisque non seulement le 8 mai 45 est soit ignoré, je vous le dis, soit dénaturé, mais en plus, y compris de la part de l'opposition politique dans ce pays, y compris de la part de l'opposition politique de ce pays. Alors, je n'ai pas envie spécialement de taper sur le Parti communiste, je veux dire, ou sur la gauche extra-parlementaire, mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun aggiornamento qui a été fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, personne ne dit on s'est trompé. Du côté de la gauche, personne ne dit on s'est trompé. Personne ne dit on n'a pas vu ce qui se passait exactement le 8 mai 45. Et je le sais parce que j'ai eu des débats avec des gens qui disent mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Et il en va ainsi du 17 octobre 61 d'ailleurs. Parce que là aussi, on pourrait tout à fait focaliser là-dessus, d'ailleurs on l'a déjà fait. Mais c'est ça qui est absolument sidérant. Si cela était uniquement un fait d'histoire passée sur lequel on aurait tiré les enseignements, etc., je ne pense pas que cela créerait un tel trouble chez nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, 70 ans après, vous n'avez trouvé personne, y compris alors, je suis désolé de mettre le Parti communiste encore sur la sellette, mais alors que le Parti communiste a pu faire une certaine autocritique sur le stalinisme. Sur le stalinisme, oui, mais pas sur l'histoire coloniale. Ça, non. Jamais.
Jamais, parce que ce serait remettre en cause tout simplement son activité. Alors, je parle du Parti communiste, je parle de Mélenchon, je parle de cette gauche. La droite, n'en parlons même pas, on est bien d'accord, donc je ne suis pas en train de faire de l'anticommunisme primaire, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est incroyable, c'est que pour expliquer, pour bien montrer que cette union sacrée coloniale est vraiment en œuvre, que nous ne sommes pas des paranoïaques, cette union sacrée coloniale est vraiment en œuvre toujours, et qu'elle va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. C'est qu'aujourd'hui encore, je sais que parfois, à Place du Colonel Fabien, enfin au siège du PC, il y a des réunions sur ce qu'a été le stalinisme, sur tout cela. On jette un regard un petit peu critique quand même, c'était pas. Mais sur l'histoire coloniale, jamais rien. Pourquoi? Parce qu'au moment où, par exemple, Mayotte vient d'être annexée à la République française, il ne s'est même pas trouvé quelqu'un à gauche pour critiquer cela, et que tous ont entériné l'annexion de Mayotte à la République française, en tant que nouveau département. Donc on voit que ce n'est pas du tout du délire, que ce n'est pas de la paranoïa. Donc voilà un petit peu ce que je tenais à dire. Donc politiser l'histoire, c'est évidemment la restituer dans son cadre décolonial. Et en l'occurrence, l'analyse décoloniale, on vient de la faire, c'est que pour nous, le 8 mai 45, l'insurrection de Sétif, du Constantinois, comme toutes les autres insurrections qui vont suivre, comment le 8 mai 45, et bien ces insurrections sont à mettre au compte de cette longue lutte des peuples dominés contre l'impérialisme et d'une façon générale de cette longue lutte des peuples du monde asservis par l'Europe depuis en gros 1492. Hein, en gros, pour donner une date un petit peu symbolique, depuis que l'Europe, le péril européen, il faut bien parler d'un péril européen, a commencé à se répandre sur le monde. Et dont on n'a pas fini de voir les conséquences. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long. Et donc maintenant, je cède la parole à nos amis. Bonjour, je suis Clapopo et je vais donc intervenir sur l'intitulé de mon intervention, c'est Yovoda aux colonisations, repenser la défaite de l'Afrique face à l'Europe. Je voudrais dire ici que dans la façon d'écrire l'histoire de l'Afrique, on distingue trois séquences, enfin on distingue trois périodes, respectivement la traite négrière, la colonisation, l'indépendance. Et souvent, on maintient même des barrières quasiment étanches entre ces trois périodes. Je voudrais ici essayer de montrer qu'en réalité, il s'agit d'une même séquence, d'une même longue séquence, et dire que cette séquence est marquée fondamentalement par la défaite de l'Afrique face à l'Europe. Il s'agit bel et bien d'une défaite. Je voudrais en tirer quelques conséquences avec vous, et je vais le faire en 3 points. Donc, le premier point, Afrique ancestrale, Afrique de demain. Le second, la conjoncture historique du Yovoda. Le troisième, le déclin de la suprématie blanche, une opportunité de libération pour les colonisés. Alors, le premier point, si je parle de défaite, je voudrais d'abord m'arrêter à ce qu'il y avait avant qu'il n'y ait eu une défaite. Et cet avant, en général, il est aussi obvié dans la façon d'écrire l'histoire de l'Afrique. On fait comme si cette histoire commence à partir du moment où on déclare avoir découvert l'Afrique. Donc, il n'y a rien avant, et tout consiste exclusivement en cela, dans sa relation avec l'Europe. Et c'est difficile de comprendre ce qu'est devenue l'Afrique si on n'a pas une idée relativement précise de ce qu'elle était avant d'avoir été défaite. Donc, mon propos dans ce premier point, c'est de marquer précisément, de faire une pause sur ce qu'elle était avant, sur ce que les économistes aiment appeler la situation ex-ante. En 2 points. Qu'étions-nous, comment étions-nous avant le séisme colonial? Deuxième point, quels enseignements tirer de la connaissance de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus? Parce que, bien entendu,
Il n'y a pas d'avenir qui ne procède de l'histoire, du passé. Il n'y a pas de génération ex nihilo d'un avenir. Il repose toujours sur ce qu'il y a eu avant. Donc, ce premier point, c'est dommage. Il aurait dû être enseigné plus souvent. Qu'il ne le soit pas en France, ça ne me dérange pas plus que ça. Qu'il ne le soit pas du tout en Afrique, c'est encore pire. Alors, pendant les 2000 ans qui ont précédé l'arrivée des Européens en Afrique, donc c'est sur ça que je vais relativement zoomer, puisqu'on a une demi-heure, je crois. Pendant ces 2000 ans, on trouve beaucoup de choses qui pourraient être très intéressantes et qui sont diamétralement opposées à l'image générale que l'on en donne, à savoir un continent peuplé de bêtes fantastiques et accessoirement des tribus et des peuplades plus ou moins anthropophages qui dansent avec une plume dans les fesses. Donc je cite quelques sociétés politiques avant cette rencontre. Bon, pour les dater, la rencontre c'est au début du XVe siècle. Donc avant le XVe siècle, on trouve Napata, on trouve Ouagadougou. Alors, pour vous donner une idée, puisque Ouagadougou, par exemple, la période s'étend du moins 3e siècle au 11e siècle. Donc, vers la fin, c'est à l'apogée de Ouagadougou, c'est le temps de Charlemagne, c'est le 9e siècle, c'est le temps de Charlemagne. Eh bien, ce Ouagadougou, qu'on appelle aussi Ghana, c'est un pays qui est grand comme toute l'Europe des 27 aujourd'hui. Et c'est le premier producteur d'or dans le monde de l'époque. C'est donc le coffre-fort de l'économie méditerranéenne de l'époque. Donc, ce n'est pas une tribu. On vous parle d'un pays qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés, qui a sa monnaie, le Mictal, qui a son administration fiscale, son armée, qui est l'un des premiers pays de la période à avoir une armée de métier, c'est-à-dire à entretenir des milliers de personnes dont l'activité professionnelle consiste à défendre le territoire national, ce qui suppose quelques capacités économiques et accessoirement d'organisation. Alors, tout ça, je ne l'invente pas. Quand on pense avoir un minimum de culture générale sur l'histoire de l'Afrique, il y a une référence que j'estime incontournable. Ça s'appelle « Histoire générale de l'Afrique ». C'est en 8 tomes. Alors, ça a été produit à la fin des années 70 à partir d'une série de rencontres universitaires internationales organisées sous l'égide de l'UNESCO qui ont rassemblé des dizaines de spécialistes de l'époque de l'histoire de l'Afrique. Donc c'est l'état des connaissances universitaires académiques de l'époque, donc des années 70, qui est rassemblé dans 8 tomes, Histoire générale de l'Afrique. Les 8 tomes ayant été édités à partir de la fin des années 80, 87, et qui existent aujourd'hui dans différentes langues, y compris dans des langues africaines, notamment le Haoussa et le Swahili. Donc, les tomes 3, 4, 5, enfin 2, 3, 4, concernent la période ancienne que j'appelle Ante-Yevuda pour des raisons que je pourrais évoquer éventuellement. Donc, toutes ces toponymes, ce sont des pays qui, à leur époque, comptent parmi les plus prospères au monde. On verra sur un chronogramme, un petit schéma que je vais donner, que cette époque couvre réellement tous les 2000 ans que j'ai indiqués. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de discontinuité, c'est-à-dire c'est vraiment de moins 7e jusqu'au 17e, soit vraiment 2000 ans, on trouve des sociétés politiques et on les trouve quasiment partout. Aussi bien à l'ouest qu'à l'est, au nord ou au sud. J'ai pris l'Afrique subsaharienne pour des raisons évidentes. Et bien entendu, l'Afrique du Nord n'est pas exclue de ce propos. Alors, je mentionne en vert des événements emblématiques de la période. Ici, Djene Djeno,
C'est un site qui a été fouillé par les époux Mackintosh dans les années 70, où on trouve une attestation au IIIe siècle avant notre ère. Djenné, c'est donc dans l'actuel Mali, hein. Au IIIe siècle avant notre ère, où on trouve des cités, c'est-à-dire des agglomérations urbanisées. Donc, ce n'est pas des campements, c'est des agglomérations urbanisées avec des maisons en pierre à étages. Là, au moins, il y a eu des fouilles, on en a quelques idées. Je le signale parce que l'architecture qu'on verra plus tard, quelques siècles plus tard, sera systématiquement imputée à des vainqueurs étrangers qui seraient venus construire l'Afrique à la place des Africains. Donc c'est important de savoir qu'au IIIe siècle, où ces étrangers vivaient dans des oppidías, pour ce qui concerne l'Europe, on construisait déjà en briques, enfin en pierre, des édifices à étages. Je cite une deuxième marque de la période, c'est ce qu'on appelle le Mandé Kalikan, qu'on appelle aussi la charte du Mandé. Alors, c'est quoi ce document? Alors, ce n'est pas un document écrit, c'est un document oral. En réalité, c'est un événement. Il y a une guerre qui oppose deux leaders politiques de la période, Soumaoro Kanté et Soglom Mari Diatta. Cette guerre se solde par la victoire de Soglom Mari Diatta, qu'on appelle aussi Soundiata Keïta. Et Soundiata rassemble toutes les nations ayant pris part à la guerre pour prendre des lois qui vont gouverner un pays grand, encore une fois, c'est un pays grand comme toute l'Europe aujourd'hui. Et il s'agit donc d'une constitution. C'est quoi une constitution? C'est l'acte par lequel on fonde une société politique. Que cet acte soit marqué dans du marbre ou bien qu'il soit transmis de génération en génération de façon verbale. Donc la Mandé Kalikan, c'est quasiment 600 ans avant the Bill of Rights. Bon. Vous pouvez retrouver le texte, il a été repris avec des traditionalistes et il est diffusé aujourd'hui. Alors, le troisième marqueur, c'est 1324. C'est le pèlerinage de Kankou Moussa. Kankou Moussa étant le souverain de la fédération qui aura été créée là en 1235. Donc, quasiment un siècle plus tard, il fait son pèlerinage à la Mecque. Alors, il y a des Américains, je ne sais pas comment ils l'ont fait, ils ont calculé récemment que si Kankou Moussa vivait aujourd'hui, sa fortune serait supérieure à la fortune cumulée des 50 premiers de Forbes, du classement Forbes. Ils l'ont même évalué à 400 milliards de dollars de nos jours. Je ne sais pas comment ils ont fait le calcul. L'idée qui en ressort, c'est surtout que l'Afrique de la période n'est pas misérable. Elle est même particulièrement prospère, richissime, en certaines circonstances. Donc, les Européens ne viennent pas trouver des bamboulas quasiment simiesques auxquels ils apportent la civilisation. Alors, Kankou Moussa, c'est vraiment lui qui va ouvrir l'Afrique de l'Ouest au monde musulman. Parce que son pèlerinage va faire beaucoup de bruit, et plusieurs siècles plus tard, les plus grands chroniqueurs musulmans l'évoqueront encore. Je pense notamment à Ibn Khaldoun et avant lui Al-Makrizi. Bon, je suis désolé d'insister sur cet avant, parce que malheureusement, 99% des gens qui pensent connaître l'histoire de l'Afrique n'en savent pas grand-chose sur cet avant. Donc, je donne quelques images de la période des 2000 ans qu'on vient de voir. Ici, Méroé, c'est vraiment dans le premier millénaire avant notre ère. C'est à la fin, c'est-à-dire vers le moins 5e, moins 3e, moins 4e siècle. Et là, Djigerembey, je ne sais pas si vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de Tombouctou. En réalité, cette mosquée, au XIVe siècle, c'était une madrasa, c'est-à-dire
une université, Sankoré qu'elle s'appelait. Et là-dedans, on formait entre autres des médecins. Et l'un des médecins, en 1400, au début de 1400, a sauvé la vie de l'infante royale à Toulouse avec des techniques médicinales apprises en Afrique. Imaginez aujourd'hui un médecin formé à Bamako qui vient soigner Nicolas Sarkozy alors que les plus grands médecins de France auraient échoué à le faire. C'est inimaginable. Tous les médecins africains viennent se former ici. D'ailleurs, il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. C'est de cette Afrique que nous parlons. Et bien entendu, cette architecture, on a voulu l'imputer à des étrangers qui seraient venus construire l'Afrique. Il n'en est rien, hein, évidemment, puisqu'on n'en trouve pas ailleurs que là où elle se trouve. Là, c'est la statuaire de Ilé Ifé. On est encore là dans le millénaire avant notre ère. Ilé Ifé, ça n'a rien à envier à rien du tout. Et des populations qui sont en mesure de produire de tels objets ont certainement une certaine aisance pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Sinon, on ne passe pas son temps à faire des choses comme ça. Bon, j'exagère parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'activité oisive. Hein. C'est toujours ce qu'on appelle l'art africain, a toujours une destination spirituelle. Et puis, tous les instruments de musique africains que vous voyez aujourd'hui datent de la période que je viens d'indiquer. Ils n'ont pas été fabriqués grâce à l'arrivée des Blancs. Et là, l'obélisque, ça doit vous dire quelque chose. Nous sommes à Paris. Ça date du premier millénaire avant notre ère. Obélix d'Aksum. Il y en a beaucoup comme ça. Hein, je sais pas. D'ailleurs, celui de Paris a été emprunté, emprunté étant un euphémisme. Il s'agit ici de pièces de monnaie de la période toujours. De pièces de monnaie de... je pense que c'est Afrique de l'Est. Je ne vais pas me tromper, mais pièces de monnaie en Afrique de l'Est au IIIe siècle avant notre ère. Alors, un petit retour en arrière. Dans les 2000 ans, entre le moins 5e siècle et le plus du 15e siècle, le dernier de ces millénaires correspond à ce qu'on appelle dans l'historiographie européenne aux Dark Ages. Les Dark Ages. L'Europe, les historiographes européens considèrent que parmi les 1000 dernières années, des 2000 ans que je viens de citer, leur culture est plongée dans la nuit, dans les Dark Ages. Donc, ce n'est pas eux qui vont en sortir pour aller tout de suite illuminer les autres. Et là, je vous présente l'écriture Bambara. Bien entendu, on a décrété que cette écriture date du 19e siècle. En réalité, on peut vérifier que certains de ces signes sont attestés dans des ostracas qu'on a trouvés un peu partout en Afrique, jusque dans la vallée du Nil. Donc, ça ne date pas du 19e siècle. Bon. Je reviens donc sur mon propos. Je disais, et je le maintiens, que ce qu'on appelle traite négrière, colonisation et indépendance, tout ça participe d'une même histoire et que cette histoire est marquée par la défaite de l'Afrique face à l'Europe. Et j'appelle cette séquence, cette conjoncture historique, je l'appelle Yovoda. J'emprunte un mot des langues africaines qui signifie crime de l'homme blanc. Notez, soit dit au passage, qu'en France, la traite négrière a été déclarée crime contre l'humanité. En revanche, la colonisation n'a aucune qualification juridique. Qu'en France, elle n'en est pas, encore. Mais les pays qui sont nés de ce crime, il n'existe pas, la colonisation n'existe pas juridiquement dans la Constitution et dans le droit des pays africains concernés. C'est un ovni, ça n'existe pas. Nous nous sommes réunis ici pour parler d'une chose qui n'a pas de réalité juridique pour les pays concernés. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Vous pourrez le vérifier. Une chose qui n'est pas solennellement condamnée dans les institutions, on lui ménage la possibilité de réitération.
Si la colonisation n'est pas conçue pour ce qu'elle est, à savoir un crime, et qu'elle est vécue, et qu'on l'oublie, on travaille à l'oublier, alors on s'expose à ce qu'un jour, à être recolonisé. Bizarrement, j'ai l'impression que nous y sommes plus ou moins. Je fais référence ici aux situations de la Côte d'Ivoire, de la Libye, de la Centrafrique, de la Syrie. Alors, je disais que c'était une défaite. Je voudrais marquer donc cette défaite sur la période que j'avais indiquée tout à l'heure. 1441, Antão Gonçalves, c'est le premier brigand européen à avoir rapporté des captifs africains sur les côtes. C'est dans l'ouvrage de Gomes et Anes de Sourara, Chronique de Guinée. Antão Gonçalves a découvert des traces d'autochtones africains au large des côtes mauritaniennes. Il a attendu la nuit, il est allé dans le hameau, il a massacré les gens, il en a emporté quelques-uns pour les présenter à Dom Henrique, qui était le fils du roi du Portugal de l'époque, qui avait financé les expéditions, les premières expéditions négrières. Défaite. 1455-56, Alvise Cadamosto est un Vénitien associé en affaires de Dom Henrique, le financier des premières expéditions négrières. Il arrive au large de ce qui est aujourd'hui la Sénégambie. Il rentre dans un fleuve, il rencontre des embarcations, des soldats de l'endroit sur des pirogues qui exigent que ces deux caravelles fassent demi-tour. Ils ne veulent pas avoir affaire à lui. Et bien sur ces caravelles, il y a des canons, il y a des arquebuses, et bien entendu une flottille de pirogues au milieu de laquelle on jette quelques bombes, quelques canons. C'est la panique, et après on les achève. Et ces scènes sont décrites par lui-même, Alvise Cadamosto, dans son ouvrage, qui est daté du XVe siècle. Défaite. Le 12 avril 1591, cette défaite est particulièrement emblématique. La bataille de Tondibi. Elle a lieu en Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelle Songhai, que je n'ai pas montré sur le schéma précédent. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un mercenaire stipendié par le sultan du Maroc, le Pacha Djouder, qui donc remporte la première victoire militaire qui oppose une armée pas vraiment nord-africaine, enfin, des mercenaires, mais surtout à Tondibi, c'est la première fois qu'on utilise des armes à feu dans un conflit qui oppose des Africains loin des côtes. Ici, c'est sur les côtes, c'est sur un fleuve. Là, c'est quasiment dans l'interland, on va dire. C'est dans la vallée du fleuve Djoliba, du fleuve Niger, comme on dit. C'est donc à l'oreille du Sahara. C'est la première fois qu'on utilise les armes à feu. Et ici, le 26 octobre, défaite alors, le 26 octobre 1665, c'est la bataille de Mbouila. Ça se passe dans le bassin Congo. Alors, j'ai cité Congo parmi les pays. Congo, c'est un pays dont on estime qu'il existe depuis le 3e siècle avant notre ère et jusqu'à cette date, justement, emblématique. Ce sont des Portugais. C'est encore un mercenaire payé par la couronne portugaise qui débarque là et qui saccage le pays avec sa supériorité militaire. Il a des canons et évidemment des armes à feu. C'est la bataille de Mbouila. Alors lui, il fait bien les choses. Il remporte. Ensuite, il récupère toute l'élite locale, des centaines de personnes, qu'il envoie directement dans un bateau vendre outre-Atlantique. Voici donc les événements marquants de cette défaite de l'Afrique face à l'Europe, aux agressions séculaires continues de l'Europe.
c'est comme ça que j'entends cette histoire, c'est l'histoire d'une défaite. Maintenant, je passe au troisième point. Je dis, aujourd'hui où nous sommes, les circonstances peuvent amener les populations défaites, les nations défaites, à se relever de cette défaite. Parce que leur dominateur est en proie à de graves difficultés et aussi à une concurrence de d'autres pays, de d'autres puissances, à une multipolarisation des relations internationales. Mais pour que les victimes se relèvent, il ne suffit pas que le contexte géostratégique s'y prête, encore faut-il qu'elles-mêmes aient profondément conscience de ce qu'elles sont des populations défaites. La décolonisation des esprits. Parce que Mémy, Fanon, il nous a appris une chose, c'est que le colonisateur étudie au moins 2 fois le colonisé. 1, il le domine physiquement, par la force brute, c'est ce qu'on a vu, par les armes, etc. 2, il l'aliène, c'est-à-dire il le rend étranger à lui-même. L'aliénation culturelle, c'est ce que Aimé Césaire a appelé le génocide culturel. Parce que le rêve, c'est un fantasme d'ailleurs, du colonisateur, c'est de faire oublier que la colonisation est un crime, de le faire oublier à la victime, qu'elle subit un crime. Et que si elle n'a pas conscience de ce qu'il s'agit d'un crime, elle ne peut pas entreprendre des initiatives pour s'en relever. Donc la première des choses à faire face à une population qui a subi autant de temps d'occupation de son territoire, de son corps et de son esprit, c'est déjà d'enclencher quelque chose dans cet esprit, dans cette conscience collective, la décolonisation des esprits. C'est pour cela que j'ai ramené le tout à une défaite. Parce que si on ne comprend pas qu'il s'agit d'une défaite, toutes les autres conséquences deviennent accessoires, de mon point de vue, enfin auxiliaires. Bon, le propos, l'argument du ban et du pire, c'était réfléchir sur la possibilité de dénationaliser et décoloniser l'histoire en France en vue de poser les conditions d'une société réellement égalitaire, débarrassée des crispations identitaires. On aura remarqué que je me suis un peu distancié du contexte franco-français où l'argument est posé. Dans ma conclusion, je voudrais y revenir pour montrer que le point de vue Afrique-Europe que j'ai rapidement développé ici n'est pas contradictoire, bien au contraire, il est complémentaire au point de vue de la bande du Pire qui avait été posé, à savoir le point de vue de la situation de la France elle-même avec son histoire coloniale. Le point de rencontre dans ces deux perspectives, pour moi, il vient de ceci, de ce que les populations françaises d'origine, on va dire, qui sont issues de cette histoire coloniale, devraient prendre davantage de position dans la société française pour imposer elles-mêmes leur propre récit de cette histoire. Plutôt que, enfin, elles auraient tort d'attendre de l'élite, le CODEM, que celle-ci reprenne en main une histoire sur laquelle repose ce qui lui reste d'honneur, de grandeur. Les gens ont peur d'essayer la branche sur laquelle leur propre réputation, leur carrière, etc. est fondée. Donc, il revient aux populations qui sont particulièrement, immédiatement concernées par cette histoire, de prendre toutes les initiatives pour qu'elles rentrent dans le récit national. Et je pense que dans cette perspective, le point de vue que j'ai développé, c'est-à-dire l'acquisition, enfin, le fait que les populations africaines parviennent à se relever de leur défaite sera un soutien stratégique formidable pour les militants ici qui luttent
afin que cette histoire qui est commune soit réhabilitée. Je vous remercie. Et maintenant, j'aimerais juste introduire notre ami Norman Ajari, qui est doctorant en philosophie et qui va donc nous parler de la colonialité de l'être et le temps. Merci. C'est, disons, toujours un petit peu difficile pour un philosophe de parler en dernier, de proposer comment dire, une réflexion un petit peu plus austère après des discours aussi vivants et aussi passionnants que ceux qui précédaient, d'arriver avec une pensée un petit peu plus spéculative. C'est toujours une responsabilité un petit peu difficile à prendre. Mais en même temps, je suis très heureux d'avoir entendu les deux passionnants exposés qui précédaient, parce que je pense qu'il y a une continuité entre ces trois discours, et j'espère qu'elle va vous apparaître. Le premier exposé, celui de Youssef, c'est ça, m'a rappelé, m'a donné envie de commencer par, c'était pas prévu, mais m'a donné envie de mettre en exergue de mon intervention un passage qui est un extrait d'une lettre de Fanon, car je vais essentiellement proposer une réinterprétation de la pensée, de la philosophie de Frantz Fanon, un extrait d'une lettre que je vais vous lire, d'une lettre que Fanon, quand il est parti sur le front, quand il était sur le front en 1945, donc c'était moins d'un mois avant les événements du 8 mai, une lettre à ses parents qui, à mon sens, enfin, du point de vue de sa biographie, c'est une lettre très intéressante, parce que lui, c'était, comme Martiniquais, il s'est engagé dans les forces de ce qu'on appelait la France libre, c'est-à-dire chez les gaullistes, quoi. Il a été combattre, pensant que, effectivement, comme ça a été dit, cette lutte contre l'oppression nazie était une lutte qui concernait aussi les colonisés. Et ce petit passage de cette lettre dont je vais vous parler, que je vais vous citer, montre un moment, l'instant même de prise de conscience de Fanon, qui coïncide avec la mise en jeu de sa propre vie. Je cite ce petit passage. « Si je ne retournais pas, si vous appreniez un jour ma mort face à l'ennemi, consolez-vous, mais ne dites jamais « il est mort pour la belle cause ». Dites « Dieu l'a rappelé à lui, car cette fausse idéologie, bouclier des laïciens et des politiciens imbéciles, ne doit plus nous illuminer. Je me suis trompé », c'est souligné. Rien ici, rien qui justifie cette subite décision de me faire le défenseur des intérêts du fermier quand lui-même s'en fout. Je pars demain, volontaire pour une mission périlleuse, je sais que j'y resterai. Voilà ce passage que je voulais mettre en exergue de cette intervention, pour rappeler que Fanon était non seulement un penseur, mais un individu existant qui était en prise de façon extrêmement directe avec les réalités dont nous avons parlé aujourd'hui et à plus d'un titre. Avec cette intervention, je vais essayer, tout en tâchant de rester fidèle à la thématique générale de cette journée, à savoir politiser l'histoire, de me placer dans la continuité d'une autre séance à laquelle j'étais pas présent, puisque je viens pour la première fois, mais que j'ai pu voir sur Internet, grâce à la vidéo, celle lors de laquelle est intervenu Nelson Maldonado Torres. J'en rappelle un seul point. Je vous rassure, mon intervention ne sera pas soumise à la nécessité de se souvenir de ce moment-là. Je rappelle un seul point, donc. Il avait défini le concept élaboré par Frantz Fanon de zone de non-être, comme la colonisation de 3 dimensions de l'être qui étaient le temps, l'espace et la subjectivité. C'est sur ce dernier point, ce point de la subjectivité, sur lequel il avait insisté le plus longuement en présentant l'économie subjective du oui et du non chez Fanon. Je voudrais pour ma part en profiter pour approfondir brièvement une autre de ces dimensions, donc celle du temps, vous l'aurez compris. En effet, si c'est d'histoire dont on doit parler aujourd'hui, on ne peut pas oublier que la condition de possibilité de l'histoire, c'est le temps.
Tout problème humain, écrit Fanon, demande à être pris à partir du temps. Je vais tout d'abord tenter brièvement d'aborder ce problème selon un angle philosophique qui s'inspire de Fanon. Et dans cette perspective, je commencerai par dire que le rapport au temps de l'être humain est essentiellement déterminé par sa mémoire. Notre personnalité se constitue à partir des choses dont nous nous souvenons, et ces souvenirs sont ceux qui nous permettent de nous orienter vers l'avenir. Elles ouvrent pour nous un certain horizon d'attente et un certain champ de possibilités. J'ajoute qu'il est possible et même important que certains éléments de cette mémoire soient communs, c'est-à-dire qu'ils soient partagés par des groupes humains. Je cite un passage d'un petit texte de Fanon qui date de 1953. « Une des choses les plus difficiles pour un homme comme pour un pays est de garder toujours présent sous les yeux les trois éléments du temps, le passé, le présent et l'avenir. » Fin de citation. Ce qui vaut pour l'individu, donc, d'après Fanon, vaut également pour un collectif et en l'espèce un pays. Cette constatation pose un problème important du point de vue individuel, mais plus encore du point de vue collectif et politique. Toute mémoire humaine est finie. Toute mémoire a des limites. C'est-à-dire qu'il est impossible à l'être humain de se souvenir de tout. Il ne peut se souvenir de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il lit. C'est pourquoi il existe ce qu'on appelle des supports de mémoire. Des objets artificiels et des institutions qui supportent les souvenirs des individus, contiennent du savoir et le déchargent de la nécessité de tout connaître par cœur. Ça peut prendre des infinités de formes. Pour Fanon, on le voit dans plusieurs textes, et notamment dans Les damnés de la Terre, même le barrage ou le checkpoint de la ville coloniale est un support de mémoire. Le fait qu'il soit là et qu'il partage l'espace en deux, qu'il partage l'espace de la ville du colon entre celle du colon et celle du colonisé, lui rappelle sans cesse la présence de la domination coloniale. Il suggère sans cesse la structuration raciale du monde. Il parle aussi dans un texte inédit de la pointeuse automatique des usines, qui est également un objet qui impose aux ouvriers un certain rapport au temps. Au final, n'importe quel objet peut faire office de support de mémoire. Bien sûr, certains sont plus directement portés à cela, comme le livre ou le film de cinéma. Mais même dans les sociétés sans écriture, la circulation des récits entre plusieurs porteurs, leur transmission, mais aussi l'existence d'œuvres d'art sont autant de façons de retenir la mémoire et de ne pas la laisser disparaître, mais au contraire de la garder à disposition pour toujours pouvoir s'y rapporter à nouveau. On a vu, vous avez parlé de la charte du Mandé, c'est un support de mémoire, même s'il n'est pas écrit, même s'il n'est pas gravé dans le marbre, pour reprendre vos termes. Notre mémoire n'est pas seulement dans nos têtes, elle se nourrit de notre monde, de tout ce qui nous entoure. C'est ce qui la stimule. Je cite un autre passage de Fanon. Autrement dit, il y a une constellation de données, une série de propositions qui, lentement, sournoisement, à la faveur des écrits, des journaux, de l'éducation, des livres scolaires, des affiches, du cinéma, de la radio, pénètrent un individu en constituant la vision du monde de la collectivité à laquelle il appartient. Le fait que Fanon parle de sournoiserie nous amène au point qui nous intéresse. Si je parle de tout ça, c'est pas seulement pour exposer un concept de temps, mais parce que pour Fanon, cette question du temps et de la mémoire est indispensable pour comprendre ce que sont la race et le racisme. Si le racisme peut être dit systémique, je crois que c'est parce qu'il concerne notre nécessité d'avoir accès à certains supports de mémoire pour nous rapporter à notre passé. Un monde raciste, une société raciste, ce sont ceux qui font du passé du noir ou de l'arabe, par exemple, des passés abjects et dangereux. L'apparence physique devient un signe qui exprime toute cette mémoire et tout ce passé détestable. L'expérience du racisé, c'est de vivre dans le même monde que le blanc et de ne pas vivre le même monde que lui. C'est-à-dire que les individus qu'il rencontrera, les institutions auxquelles il aura affaire ne se comporteront pas avec lui de la même manière. On habite dans le même monde, mais ce monde ne nous tient pas le même langage à tous. L'exemple le plus frappant, là encore, c'est le checkpoint colonial de Fanon. Le blanc passe, pas l'arabe. Mon hypothèse est donc que c'est un certain rapport au temps qui détermine cette inégalité. Une autre citation de Fanon. C'est au nom de la tradition, de ce long passé d'histoire, de cette parenté sanguine avec Pascal et Descartes qu'on dit aux Juifs « Vous ne saurez trouver place dans la communauté ». Dernièrement, un de ces bons Français déclarait dans un train où j'avais pris place que les vertus vraiment françaises subsistent et la race est sauvée. À l'heure actuelle, il faut réaliser l'union nationale. Plus de lutte intestine face aux étrangers et se tournant vers mon coin, quel qu'il soit. Il faut dire à sa décharge qu'il puait le gros rouge, et s'il avait pu, il m'aurait dit que mon sang d'esclave libéré n'était pas capable de s'affoler au nom de Vion ou de Taine. Fin de citation. C'est donc bien un rapport entre histoire mémorisée et communauté que Fanon met explicitement en cause. La référence au sanguin n'est pas anodine. Le sang dans la science de la race du XIXe siècle est essentiellement tenu pour un support privilégié de la mémoire culturelle. Dans le sang d'un peuple coule tout son passé, qui se déroule et se déploie vers son avenir. Pour rendre vraiment explicite toute cette problématique, je vais maintenant proposer un exemple de la manière dont je pense que le racisme
a recours à un usage bien particulier du temps. C'est un exemple extrêmement anecdotique et futile, vous m'en excuserez. Je le prends tout de même parce qu'il me paraît représentatif de ce que je voudrais montrer. Il s'agit d'un tweet daté d'hier du député UMP Thierry Mariani, selon lequel l'enlèvement d'enfants par la secte Boko Haram rappelle que l'Afrique n'a pas attendu l'Occident pour pratiquer l'esclavage. Fin de citation. Évidemment, ce propos est en soi dérisoire, mais sa structure a beaucoup à nous apprendre. Il y a un usage du temps, de la temporalité et de l'histoire dans la phrase de Mariani qui est tout à fait emblématique. Pour lui, un événement présent qui vient de survenir dans l'actualité devrait nous rappeler, c'est-à-dire nous faire nous souvenir, que l'esclavage en Afrique serait plus vieux que l'esclavage européen. Et on ne sait pas s'il parle de celui de la Grèce antique ou de la traite transatlantique, mais peu importe. Qu'on puisse déceler dans un fait d'actualité géographiquement et idéologiquement situé l'ensemble de l'histoire d'un continent, d'un peuple, d'une nation ou d'une ethnie, c'est là le geste le plus caractéristique, à mon avis, de la pensée raciste. Ah, vous êtes d'accord? Vous me rassurez. Sans ce recours au passé, sans ce prétendu savoir historique préalable, aucune pensée raciste n'est possible. Dans quelque institution qu'il se trouve, quelle que soit sa forme ou sa manifestation, le racisme est toujours une certaine connaissance et interprétation du passé. Pour que le racisme soit du racisme au sens fort, c'est-à-dire au vrai sens du terme, il ne peut pas être, comme on le prétend parfois, une réaction spontanée face à la différence. Il ne peut pas être un dégoût individuel face à une certaine forme de corps, certaines langues, certaines manières de table ou que sais-je. La pensée raciste assimile toujours un certain type humain à une certaine histoire, à un certain passé, un certain stock de connaissances. Et cette pensée explique le présent à partir de ce passé reconstruit. Bien sûr, si on veut insulter un nègre, si on veut le tabasser, on n'a pas besoin de ce recours à l'histoire. Après tout, on peut cogner quelqu'un sans raison. Par contre, pour tous les usages politiques de la race, pour toutes les organisations du champ social en fonction de critères raciaux, une certaine rationalisation est indispensable. Et cette rationalisation passe toujours par un recours à l'histoire et au temps. En outre, il ne faut pas oublier que le terme racisme a d'abord un sens positif. Je vais m'en expliquer. Aujourd'hui, quand on parle de racisme, on parle essentiellement de discrimination et de déconsidération à l'endroit d'un certain groupe humain. Mais ce n'est que l'envers de ce qu'est le racisme. C'est ainsi que fonctionnent tous les ismes politiques, comme le féminisme et la défense des intérêts des femmes, comme le communisme défend le devenir commun des moyens de production, le racisme est la défense d'une certaine race et d'une certaine conception qu'on se fait du destin de cette race. Et le même type d'interprétation de l'histoire, qui sont utilisées pour définir l'Afrique de toute éternité, sont employées pour définir l'Europe éternelle. La majeure partie des politiques de la mémoire mises en œuvre par les États, en Europe comme ailleurs, le sont pour produire une identité majoritaire. Même un nationaliste racialiste tel qu'Ernest Renan, qu'on présente toujours, d'ailleurs par ignorance, comme le républicain antiracialiste par excellence, c'est un très drôle de choix, mais c'est tout à fait passé. Pourquoi est-ce qu'on choisit Renan? Il suffit de lire la réforme intellectuelle et morale, et on a tout compris pourtant. Enfin, on voit bien le contexte de défense de la conservation de l'Alsace-Lorraine, que c'est uniquement de la non-appropriation des terres de peuples de race blanche dont il s'agit, c'est très évident. Il y a même, enfin, peu importe. Même un nationaliste racialiste tel qu'Ernest Renan était très clair à ce sujet. Pour faire nation, il faut oublier beaucoup. C'est son expression. Faire nation, il faut oublier beaucoup. Mais oublier beaucoup, ça veut surtout dire se souvenir de peu. Et c'est l'organisation de cette rareté mémorielle qui, à mon avis, a de l'importance. Il y a une tâche d'archivage, une organisation de ce dont on doit se souvenir et ce qu'il faut oublier en fonction d'un projet national. Gardons à l'esprit que les conservateurs et les réactionnaires qui prétendent défendre l'héritage historique de leur pays, soit contre les immigrés et leurs discours, soit contre des remises en cause révolutionnaires ou gauchistes, ne prennent en charge en réalité qu'une fraction infime, extrêmement simplifiée, même simpliste de l'histoire même dont ils se veulent les propriétaires et les garants. Je qualifierais cette attitude réactionnaire de conception scolaire de l'histoire. En effet, un tel fonctionnement est tout à fait manifeste dans le rôle quasi messianique que les dernières républiques ont accordé à l'histoire. Même toutes les républiques, d'une certaine façon, depuis la première, mais d'une autre manière. Et moins à l'histoire comme dynamique et comme processus spirituel ou réel au sens de Hegel ou de Marx, mais à l'enseignement scolaire de l'histoire. Pas l'histoire qui se déroule et dont on peut se faire le spectateur, l'analyste ou à laquelle on peut participer, mais l'histoire qui est là,
toute faite et à laquelle l'élève a le devoir de s'identifier. Par tradition, l'enseignement de l'histoire de France, dans le primaire et le secondaire, se garde de la vérité scientifique. Il peut même aller jusqu'à la considérer comme une menace. Je cite un petit passage de la préface du livre « Le mythe national » de l'historienne Suzanne Citron qui critique cet usage français. L'histoire de France reste, pour la plupart des Français, ce qu'elle était à la fin du siècle dernier, à la fois science et liturgie, décrivant le passé vrai, entre guillemets, elle a pour fonction et pour définition d'être le récit de la nation. Histoire et nationalisme sont indissociables. Au XIXe siècle, la nation devint l'être historique par excellence, autour duquel s'organisa le passé supposé intégral. Fin de citation. Aussi, dans un tel contexte, est-il quelque chose de très pervers dans les injonctions qu'on entend encore très souvent dans les médias à ne pas confondre l'histoire et la mémoire. L'histoire et la mémoire obéiraient à des lois tout à fait différentes. L'histoire serait objective et la mémoire subjective. Pour le philosophe, une telle séparation est assez contestable, mais on peut au moins l'admettre concernant la recherche historique qui obéit à des règles historiographiques partagées, c'est-à-dire qui possède une épistémologie que des communautés de chercheurs acceptent, auxquelles elles se conforment. Quant à la validité de ces épistémologies, c'est une autre question. Mais l'histoire telle qu'elle a été enseignée aux écoliers depuis la Troisième République n'obéit pas à de telles règles. Ce n'est pas l'histoire qui s'oppose à la mémoire si l'on suit cette distinction. La conception scolaire de l'histoire prône au contraire une économie particulière de la mémoire. Sa seule destination est de servir d'intenses supports de mémoire qui visent à produire la nationalité. Le problème de ce dispositif, c'est qu'il ne propose pas un simple récit, un récit de plus. Le récit national, ainsi professé, est un récit prédateur. Il se rend lui-même incompatible avec un très grand nombre de témoignages. Il nous demande quelque chose d'exorbitant, de sacrifier toute la complexité d'un monde mémoriel à une seule cause, un seul principe, un seul mode de vie, dans lequel on est soi-même réduit à la portion congrue. On répondra qu'un tel dispositif est inévitable tant qu'on reste dans une logique nationale, que l'essence de la nation, c'est précisément l'élaboration d'un récit de ce genre. Je ne crois pas que ce soit exact, et là encore, Fanon peut nous permettre d'y voir clair. Je vais me référer une dernière fois à Maldonado Torres et à son intervention. Il a souligné que la pensée politique anticoloniale de Fanon visait à produire une autre voie que celle, d'une part, du colonialisme, et d'autre part, des traditions précoloniales souvent réinvesties au service de régimes inégalitaires. Dans Les damnés de la terre, il insiste sur l'émergence d'une idée anticoloniale et révolutionnaire de nation à partir de la pratique du récit. J'insiste bien sur ce mot de pratique parce que c'est là l'important. La manière dont se propagent les événements de la Révolution et dont sont réinterprétées les épopées traditionnelles par la voie de la parole partagée. Le narrateur transmet quelque chose qui aurait été vécu par un autre ou par lui-même, mais toujours en engageant sa vie dans sa parole, aux fins d'affecter son auditoire. Fanon connaît depuis ses enquêtes et ses expérimentations ethnopsychiatriques l'importance de la figure du conteur public dans la culture populaire d'Afrique du Nord. C'est de cette forme, et d'autres comparables dans le tiers-monde, qu'il diagnostique, examine et théorise les devenirs politiques. Les pratiques orales que décrit Fanon ne communiquent pas avec un grand récit national, au sens d'une trame disponible pour soutenir une industrie d'identification standardisée. C'est la nation comme praxis, comme pratique qui importe. S'identifier à un tel récit équivaut à participer. Le conteur qui le délivre est, plus qu'un simple médium, une singularité active au sein d'une communauté. Ces particularités, son caractère unique, participent de l'économie même du récit. La fresque nationaliste, dans sa tradition scolaire et européenne, sublime la mêmeté, dramatise une épopée de l'immuabilité, narre les péripéties de l'exacte conservation de l'identique. Au contraire, le passé que font surgir les récits dont parle Fanon n'est pas celui foncier, approprié de cette tautologie nationaliste. Il s'y donne comme une altérité, comme une altération. Ce qui s'y joue défait l'ordre du présent au lieu d'y conduire. Le passé que mettent en scène ces narrations fait ressortir avec éclat les possibilités inaccomplies du présent, réinjecte de la contingence et de l'angoisse dans l'ordre colonial où passé, présent et avenir se confondent. Je pense que c'est là ce qui importe, et c'est un peu le sens de séminaires ou de rencontres comme celle-ci, maintenir une économie narrative différente de celle dominante de la République. Cette narration, que certains juristes militants états-uniens appellent la voice of color, la voix de couleur, ou la voix racisée, si on peut dire, c'est peut-être la principale ressource pour produire une communauté mémorielle différente, singulière et surtout opposée à celle qui domine. À partir de ces très brèves et très allusives remarques fanoniennes, je peux tenter de conclure en une phrase, en revenant sur le titre de cette séance, Politiser l'histoire. Je crois qu'on peut l'entendre en deux sens.
D'une part, politiser l'histoire dominante, sa trame exclusive, cela revient explicitement à la re-historiciser, à comprendre que cette histoire enseignée a elle-même une histoire. Mais, deuxièmement, et plus important, je crois, c'est une injonction à ne pas oublier que nos petites histoires, entre guillemets, nos soi-disant petites histoires, qui concernent notre race, la manière dont on est traité à cause de cette race, font bien partie de l'histoire à partir du moment où on les ramène à un dispositif mémoriel raciste qui les conditionne. Elles ont une histoire et s'expliquent dans et par l'histoire, notamment et surtout coloniale, de l'Europe. Je vous remercie pour la qualité de votre attention.